Voilà, allez. En plus, c'est une table qui est particulièrement prometteuse. Et je vais vous dire pourquoi. C'est une table avec beaucoup d'ambition, puisque le but est quand même de réfléchir à la régulation de l'IA à l'échelle mondiale. Rien que ça. Donc, on n'a peur de rien à cette table. Donc, on va se lancer. On a vu depuis hier on a bien compris qu'on avait un jeu de pouvoir qui s'était instauré et que ce jeu de pouvoir, il était à plusieurs échelles, au moins une double échelle. On a un premier niveau qui s'organise au niveau des régions au monde. On a vu la Chine, les États-Unis, le Canada, l'Union européenne. Et on voit que chacun essaye d'imposer son modèle, d'influencer le cadre qui sera le futur cadre de l'IA. Et comme le démontre Valère Ndior, professeur à l'Université Bretagne occidentale, donc comme il le démontre dans son article, donc comme il le démontre dans l'article qu'il a rédigé pour l'ouvrage et qui s'intitule « L'élaboration d'un cadre juridique international applicable à l'IA », ce jeu de pouvoir débouche sur une triple fragmentation ou un triple éparpillement. J'espère que je ne spoil pas si je dis que cette fragmentation concerne le droit, les acteurs et les instruments. Et comme je vous le disais, ce jeu de pouvoir, il s'instaure à plusieurs niveaux et donc on a un second niveau qui est celui des médias sociaux qui ont été au centre de la plupart des grands événements mondiaux importants, jouant tantôt le rôle de vecteur de liberté, de démocratisation, tantôt le rôle de vecteur de stigmatisation, de persécution des minorités. Et sur ce point, la chercheure senior à l'Université des Nations Unies et professeure adjointe à l'Université d'Ottawa, Éléonore Fournier-Tombs, va nous éclairer un petit peu sur le rôle joué par Facebook, par Twitter, dans le contexte notamment du génocide des Rohingyas au Myanmar, sur la base de son article qu'elle a intitulé « Le rôle géopolitique des entreprises de médias sociaux dans la crise des Rohingyas ». Donc sans plus tarder, puisque vous avez compris qu'on avait une obligation de timing serrée, je laisse la parole à Valère pour 10 minutes précisément. Je lance mon chronomètre et note ton amertume par rapport à la manière dont j'ai modéré tout à l'heure. On se retrouvera au prochain colloque. Merci beaucoup. Je remercie évidemment l'organisatrice et l'ensemble de son équipe pour cet événement. C'est l'occasion de revoir des collègues appréciés, d'en rencontrer de nouveaux. Je vais aller entrer rapidement dans le vif du sujet. Oui, il y a l'émergence d'un encadrement international de l'intelligence artificielle. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y aurait un droit international de l'intelligence artificielle, de la manière que j'ai du mal à dire qu'il y aurait un droit international du numérique. Et je vous expliquerai pourquoi cette nuance tout à l'heure, mais il y a très certainement la reconnaissance de l'idée selon laquelle l'IA est devenue une question d'intérêt public international, au même titre qu'un certain nombre d'autres activités humaines ou associées à l'activité humaine. Et donc, compte tenu des externalités positives et négatives que peut avoir l'intelligence artificielle à l'échelle internationale, il est indéniable désormais que c'est une question d'intérêt public international qui est saisie par une variété, voire la quasi-totalité des organisations internationales, des sujets de droit international de manière générale, que ce soit de façon à titre principal ou à titre marginal. Quelques remarques sur les points que j'ai essayé de mettre en avant dans ma contribution. Ça sera la première partie. Puis dans une deuxième partie, je vais faire le lien avec la contribution d'Éléonore pour voir justement ce qui était intéressant dans l'articulation, je pense, de nos contributions. Ce droit international qui s'applique à l'IA semble se structurer grâce à un processus qui associe à la fois des réflexions d'ordre moral, éthique et juridique. Et je pense que ça, c'est très important de le noter. La plupart des instruments, des pratiques, des réunions qui visent l'encadrement de l'intelligence artificielle ne portent pas à proprement parler ou strictement sur le droit. Il y a un certain nombre de recommandations éthiques qui sont produites, mais également des stratégies, des défis, des documents qui s'appellent « Défis de l'intelligence artificielle », des recommandations, des cadres pour l'intelligence artificielle,
voire éventuellement des recommandations dont l'objectif est de devenir une ébauche de convention. Je me réfère ici à l'exemple de l'UNESCO dont on pourra parler tout à l'heure. Donc c'est essentiellement par le truchement d'un maillage d'instruments juridiques, de réflexion, de sommets, de réunions, que se construit cet encadrement international de l'IA. Et j'ajouterais, pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, donc moi je m'inscris vraiment dans le droit international, donc je ne vais pas m'intéresser ici à l'approche européenne, qu'il y a une tension qui est manifeste entre les velléités d'encadrer l'IA à l'échelle universelle, donc grâce ou par le biais de processus concertés multilatéraux, donc à l'échelle universelle, et des tentations de réglementer ou d'encadrer l'IA aux échelles régionales. Je mentionnerai simplement tout à l'heure un exemple, celui de l'Union africaine, qui essaie aussi de se mettre en rupture, de se placer en rupture avec l'Union européenne ou avec d'autres structures, preuve qu'on ne peut pas parler de l'encadrement international de l'IA en parlant uniquement de l'UE. Et donc ça, évidemment, ça pose des questions, le risque qui est permanent en droit international, qui est celui d'une fragmentation des règles, des pratiques, des recommandations, des comportements qui s'appliqueraient à l'IA. Alors, qu'est-ce qui caractérise dans les grandes lignes l'approche du droit international? Je vais un peu de personnaliser le droit international, je vais lui donner une identité. L'approche du droit international par rapport à l'intelligence artificielle. Alors tout d'abord, ce qu'il est important de noter, c'est que le droit international ne se limite pas à une tentative de définition de ce que serait l'IA, mais va plutôt opter pour des approches fonctionnelles ou finalistes, ou qui s'approchent, voire même sectorielles. Donc là, pour observer l'encadrement de l'IA à l'échelle internationale, il faut s'intéresser à tous les processus ou toutes les activités humaines qui pourraient reposer ou qui pourraient être affectées par l'IA. Donc, ça inclut notamment les véhicules autonomes, la reconnaissance faciale, la robotique, les machines, la cybersécurité, le travail, la santé, la décision publique, les algorithmes de manière générale. Il ne s'agit donc pas uniquement d'essayer de fournir une définition unique de ce que serait l'IA, mais plutôt de reconnaître à l'échelle internationale qu'une variété d'activités humaines, économiques ou non économiques, seront affectées par l'IA et que donc il faut encadrer la manière dont l'IA va toucher ces activités. Et à ce titre, le droit international présente une approche plurielle. Il ne s'agit pas de bannir l'IA ou d'interdire l'IA, mais plutôt de proposer des cadres de sécurité, des garanties, de la conformité ou de la transparence, pour reprendre les termes qui sont utilisés par à peu près la centaine d'instruments, des données sur lesquels je me suis appuyé pour faire préparer cette intervention. Ensuite, pluralité également d'acteurs. On l'a mentionné un peu à la marge des discussions aujourd'hui, une variété d'organisations intergouvernementales ont travaillé ou travaillent actuellement sur l'IA, qu'il s'agisse de l'UNESCO, de l'OCDE, qui est particulièrement actif, au même titre que l'UNESCO, l'OTAN, évidemment, pour la dimension conflictuelle, défense, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, l'Union internationale des télécommunications, qui est un peu une organisation tête de file en matière d'IA, et même l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, qui a évidemment son mot à dire sur ces thématiques. Donc ici, l'Organisation des Nations Unies se retrouve dans une situation un peu paradoxale, où elle tente d'arbitrer entre des initiatives qui pourraient être perçues comme éclatées. Et l'idée, c'est de savoir finalement si une véritable convergence va s'établir entre cette variété d'organisations internationales. Je rappelle qu'il existe des centaines d'organisations internationales à vocation universelle, bilatérale, régionale, et toutes ont leur mot à dire sur l'IA. Donc, certaines organisations se présentent un peu comme des organisations tête de file. L'UNESCO, l'OCDE, l'Union européenne, à son échelle, essaient de coordonner dans une certaine mesure les activités, les propositions qui sont faites à l'échelle internationale, et notamment l'UNESCO est celle qui ambitionne le plus explicitement d'aboutir à l'élaboration d'une convention internationale. Je ne sais pas si c'est sa voie privilégiée, mais c'est clairement son ambition. Ambition qui sera peut-être contrariée par l'ambition d'organisation régionale. Je mentionnerai ici simplement que l'Union africaine, par le biais de sa commission et par le biais d'une déclaration de Sharm el-Sheikh qui a été adoptée en 2019, a indiqué sa volonté d'établir un cadre africain s'appliquant à l'intelligence artificielle, ce qui montre quand même qu'il n'y a pas forcément cohésion ou en tout cas correspondance de vue en la matière. Enfin, je mentionnerai que par-delà la multiplication de ces institutions, il y a quand même des mécanismes de partenariat, une forme de coopération interinstitutionnelle. Il ne faut surtout pas penser que chaque organisation agit de façon isolée. Plusieurs exemples le montrent, j'en prendrai simplement un, celui du partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, qui a la particularité d'être composé de
alors aujourd'hui, si mes chiffres sont encore bons, 25 ou 26 États et organisations internationales qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un cadre commun pour réfléchir à la manière d'encadrer l'intelligence artificielle. Et il est assez intéressant, lorsqu'on regarde l'ensemble des recommandations et des instruments qui sont élaborés par les organisations internationales, de voir qu'elles font assez fréquemment référence les unes aux autres. Donc, même si les initiatives semblent éclater, en réalité, il y a une véritable convergence. En tout cas, il y a une communication. Les gens se connaissent. Et puis d'ailleurs, je pense que des personnes dans la salle se sont retrouvées à participer à un certain nombre de réunions au sein de plusieurs de ces enceintes, qui montrent quand même qu'il y a une forme de porosité au niveau de ces travaux. Je dirais, pour finir sur cette première partie, pour conclure ensuite en transition en 2 minutes sur le texte d'Éléonore, que la principale difficulté à laquelle est confronté le droit international, c'est l'articulation entre droit général et droit sectoriel. Parce qu'effectivement, il y a deux tentations, et ces deux tentations que l'on retrouve dans plein d'autres domaines du droit international, à savoir, est-ce qu'il faut adopter des instruments qui seraient spécifiques à l'intelligence artificielle, quitte à opter pour des approches énumératives dont on sait qu'elles sont le principal danger en droit. On parlait hier un peu de légistique, même si on n'a pas dit le mot. Et le problème, c'est que de vouloir légiférer à l'échelle internationale sur l'IA, c'est prendre le risque d'adopter des règles spécifiques qui se placeraient en rupture avec des règles générales préexistantes. Donc, est-ce qu'on veut multiplier les instruments applicables à l'IA, à la robotique, moi, j'en suis pas forcément convaincu, en tant qu'internationaliste en tout cas. Donc, on a des lignes directrices, des avis consultatifs, des standards éthiques, des résolutions, des recommandations, c'est étourdissant. Et de l'autre côté, suivant un peu la position d'un certain nombre d'experts onusiens au Haut Commissariat aux droits de l'homme, les rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur la liberté d'expression, la vie privée ou autres, ceux-ci nous disent qu'il est peut-être préférable de réfléchir à l'application de règles préexistantes qui encadrent déjà des comportements internationaux à l'IA. Donc, en gros, ne pas considérer l'IA comme un objet autonome en tant que tel, mais simplement comme un outil qui est susceptible d'être utilisé par des acteurs étatiques, non étatiques, publics ou privés pour réaliser des comportements qui sont déjà en fait visés et encadrés, voire sanctionnés par le droit international. Et ici, je pense évidemment au PIDCP, à l'EDUDH, un certain nombre d'observations générales qui portent déjà sur des comportements ou sur des menaces qui préexistaient à l'IA et qui peuvent désormais être facilitées par l'IA. Donc voilà, ça, on pourra en parler si vous le souhaitez, mais c'est vraiment une tension que l'on retrouve d'ailleurs dans toute la sphère du droit international appliqué au numérique. Enfin, pour faire le lien avec la contribution d'Éléonore, et avant de lui passer le relais, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ta contribution, c'est finalement tu offres un exemple d'un phénomène qui pourrait susciter une réaction assez rapide, ou en tout cas que l'on souhaite rapide des organisations internationales, à savoir l'hypothèse dans laquelle une plateforme, Facebook, qui appartient à Meta, peut, en raison de son système de curation des contenus fondé sur des algorithmes, sur un écosystème, le système NEC, là, qui permet d'assainir ou au contraire de ne pas assainir finalement le mur d'actualité, comment une plateforme privée, en raison de l'automatisation qui permet finalement la hiérarchisation de contenu, comment cette plateforme peut devenir, pour reprendre les termes onusiens, d'un certain nombre d'experts onusiens en 2018, un moteur pour la haine, en raison justement de la négligence de la plateforme et de ses administrateurs, parce qu'ils se sont abstenus justement de superviser ou de vérifier l'impact que pourrait avoir leur algorithme qui permet d'organiser l'apparition des informations sur les plateformes, l'impact que pourrait avoir l'algorithme sur la mise en œuvre d'exactions à l'égard d'individus. Et ici, on pense évidemment aux exactions commises contre les Rohingyas par la junte militaire du Myanmar. Et je trouve ça assez intéressant, c'est la transition que je te propose, d'avoir noté qu'ici, Facebook est un moteur pour la haine, pas parce qu'ils ont eux-mêmes orchestré ces exactions, mais parce qu'il est considéré par un certain nombre d'organisations internationales que la plateforme est régentée par des processus automatisés qui n'ont pas été suffisamment supervisés et qui donc mettent en avant des contenus haineux qui sont ensuite utilisés pour commettre des violences dans la vie réelle. OK. Donc, merci beaucoup, Valère, pour cette cartographie vraiment, vraiment fascinante. Et donc, d'ailleurs, depuis l'écriture de cet article, je suis à l'ONU à New York et notamment cet été en train de gérer un programme de recherche pour appuyer l'architecture globale ou mondiale de l'IA. Donc, c'est un projet interagence. Donc, tu as mentionné de nombreuses initiatives entre les différentes agences de l'ONU en lien avec l'IA, et c'est tout à fait vrai. Donc, il ne faut pas penser parce que l'UNESCO ou l'UIT fait quelque chose qu'ils ne sont pas en train de communiquer
entre eux. Et notamment, donc, je vais parler de 3 initiatives qui sont un peu intéressantes dans ce cadre-là à différents niveaux. La première, c'est le Interagency Working Group for AI, donc le groupe de travail sur l'intelligence artificielle qui regroupe toutes les agences qui sont à l'intérieur de l'ONU. Donc, l'UNESCO et l'UIT et l'OMS feraient partie, l'OCDE ferait pas partie, le FMI ferait pas partie. Donc, ça serait à l'intérieur de l'ONU et donc, chaque agence a délégué au moins une personne, généralement plus une délégation, et ils ont des discussions assez régulièrement et ils vont prendre une position, donc la prochaine sera en septembre, sur le rôle de l'ONU dans la gouvernance internationale de l'IA. Après ça, il y a aussi des mécanismes avec les fonds monétaires et la Banque mondiale. Donc, il y a un autre regroupement qui essaye aussi de s'agencer. Donc, c'est toutes sortes d'acronymes. Ça s'appelle le HLCP, High Level Committee of Programs, mais en fait, ce qui veut rien dire comme d'habitude, mais en fait, c'est l'ONU, la Banque mondiale et le FMI qui se mettent ensemble et qui discutent des grosses thématiques transversales, dont, par exemple, l'IA et les données, serait une de ces thématiques-là. Et puis, le troisième groupe, c'est le HLAB, le High Level Advisory Board, et donc ça, c'est aussi transversal. Mais c'est un comité qui doit aviser particulièrement le secrétaire général et le secrétaire général va lui-même pousser des actions en lien avec ses recommandations. Et le comité est généralement composé de délégations d'États membres qui opèrent avec le chapeautage ou le mentoring d'agences de l'ONU. Donc, tous ces processus ensemble essaye de déterminer quels vont être les prochains apports en droit international. Et donc, la contribution de l'UNESCO, les recommandations de l'UNESCO se sont faites de façon intentionnelle, où l'UNESCO a été donné la responsabilité de développer les recommandations éthiques. Et ils sont co-chair avec UIT, de ce working group IA. Donc, UIT et UNESCO se mettent ensemble et essayent de faire avancer ces agendas en droit international. Et donc, la raison pour laquelle je voulais un peu ouvrir avec ça, parce que je pense que c'est intéressant de voir comment ces discussions s'inscrivent et puis, à travers ce panel, de voir aussi quelles sont les questions et les doutes de la communauté internationale en termes des prochaines étapes et quoi faire et comment appuyer pour utiliser une terminologie de l'ONU, les États membres. Donc, c'est toujours ça. Et donc, l'exemple des Rohingyas était, je pense, la raison pour laquelle j'ai écrit là-dessus, et maintenant avec un petit peu de recul, peut-être même plus d'autoréflexion, c'était d'essayer de voir, de faire une étude de cas sur un enjeu qui serait vraiment propre, comme l'a mentionné Valère, à la communauté internationale et qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part de l'ONU. Donc, l'ONU a fait une enquête très approfondie sur l'utilisation, le rôle de Facebook et d'autres plateformes de médias sociaux dans cette crise des Rohingyas pour pouvoir ensuite faire une sanction un peu officielle qui a été faite par le commissaire des droits humains. Et puis pour ensuite utiliser cet exemple-là pour alimenter certaines discussions et négociations à l'international. Donc ça, c'est une des, je dirais, des 3 grosses thématiques ou des objectifs de l'ONU en termes de réglementation de l'IA. Ça va être le soutien aux objectifs de développement durable, ça va être l'élimination de la paix ou la construction de la paix. Donc, les Rohingyas, ce serait dans cette thématique-là. Et ensuite, ça serait l'appui aux interventions humanitaires, qui est séparé d'une certaine façon de l'élimination du conflit. Donc, ce qui s'est passé, donc, comme l'a mentionné Valère, donc, ce qui s'est passé rapidement, j'ai perdu mon timing d'ailleurs. Je sais plus où je suis. OK. 5 minutes. OK. Donc, ce qui s'est passé rapidement, c'est qu'effectivement, donc les Rohingyas déjà sont une communauté, sont la plus grosse communauté d'apatrides du monde. Ils n'ont pas, leur citoyenneté n'est déjà pas reconnue
par le pays dans lequel ils vivent, c'est le Myanmar. Et ils sont victimes de discrimination depuis de nombreuses décennies déjà. Une campagne a été menée dans les dernières années pour une campagne de haine qui a été, donc, comme je mentionne dans le chapitre, qui a été très similaire à la campagne de haine qui a été menée sur la radio-télévision des Mille Collines au Rwanda. Donc, j'ai fait le parallèle parce que c'est de la même façon l'utilisation d'une plateforme pour causer ou pour mener à un génocide de façon très intentionnelle. Donc, les Rohingyas ont ensuite été très persécutés. Il y a des villages qui ont été brûlés, il y a de nombreuses personnes qui ont été tuées, etc. Donc, ça a été un génocide ethnique intentionnel. Et les Rohingyas sont ensuite, beaucoup d'entre eux sont ensuite partis, notamment au Bangladesh et dans les pays voisins, et vivent en ce moment dans des camps de réfugiés. Donc, c'est plusieurs millions de réfugiés en ce moment Rohingyas qui vivent dans des camps de réfugiés. Donc le plus connu, c'est dans la région du Cox's Bazar, qui sont remplis de Rohingyas. Donc, quand le rôle de Facebook là-dedans, ça a été que Facebook a été la plateforme principale utilisée pour partager ça. La modération de contenu n'a pas été faite. Et il y a eu, comme dans tous les cas, il y a eu beaucoup de temps où Facebook aurait pu intervenir, Facebook aurait pu voir un petit peu quoi faire, etc. Mais il n'y avait pas d'intérêt particulièrement en termes de vraiment de modérer le contenu. Et c'est une des thématiques qu'on voit beaucoup quand on parle des GAFAM, quand on parle des médias sociaux. C'est un énorme pouvoir géopolitique sans intérêt, en fait. On s'en fiche. Donc, c'est super dangereux. C'est super dangereux parce qu'il n'y a pas nécessairement un sentiment. Le sentiment d'intérêt public n'existe pas. Et on se dit toujours, si certaines personnes partagent des contenus sur notre plateforme, ce n'est pas notre faute, c'est les créateurs de contenu. Et comme on a vu, donc évidemment, ils ont un rôle très important dans la dissémination du contenu de haine, dans la polarisation, parce que ça génère plus de clics, etc. Et puis donc, ils n'ont pas agi dans ce cas-là. À l'envers de la médaille, il y a ce qu'ont fait les Rohingyas quand ils ont quitté le Myanmar, c'est qu'eux aussi se sont mis sur la plateforme et d'autres plateformes, dont Twitter par exemple, et ils ont commencé à partager leurs conditions, partager des photos sur Instagram d'atrocités et mentionner ou taguer immédiatement des organisations internationales, des organisations de plaidoyer pour faire connaître la violence contre eux et puis même leurs besoins humanitaires. Et donc ça, d'un point de vue humanitaire, ça n'a jamais été possible avant les médias sociaux que des victimes d'une crise humanitaire puissent directement communiquer de cette façon-là avec les organisations qui pourraient leur venir en aide de façon humanitaire et de façon de plaidoyer de droits humains. Donc, tout ça pour dire que l'intérêt du multilatéralisme et de se mettre ensemble avec les pays, c'est pour pouvoir s'assurer de ne pas permettre aux GAFAM et aux différentes compagnies d'IA d'ainsi laisser passer ou même inciter la violence ou d'autres effets nocifs à la société, mais pour quand même pouvoir permettre ces effets positifs qu'on note. Donc, l'effet positif des Rohingyas, c'en est un, et il y a évidemment de nombreuses utilisations très utiles pour le développement international, pour la paix, etc., de l'intelligence artificielle. Donc, c'est ça un petit peu la question de notre panel, c'est de regarder à ce moment-là comment équilibrer ces deux notions. Et donc, voilà, je vais arrêter ici à exactement 10 minutes, et puis on va continuer. Il faut le rallumer. J'étais sur mon téléphone, mon cerveau a bugué. Merci à tous les deux de ces interventions parce que je trouve, elles mettent évidemment en lumière plein de choses, mais je trouve que vous avez réussi
peut-être à mettre en lumière des nouveaux modèles de convergence, parce que ce matin, et depuis hier, on parle beaucoup de la normalisation, des normes ISO comme politique, et je trouve que par vos interventions, on arrive à esquisser d'autres pistes, donc avec cette coopération interinstitutionnelle, avec cette intervention de l'UNESCO, et je trouve que ce sont des pistes intéressantes qu'il ne faut pas négliger. Donc, merci pour ces mises en lumière. J'ai plusieurs questions à vous poser, alors je ne sais pas si je vais vous les poser ensemble, et puis comme ça, vous choisirez aussi celles auxquelles vous voulez répondre, parce qu'il y en a qui s'adressent plus peut-être à Valère, d'autres plus à Éléonore, à vous de voir. Alors, sur une première question, je ne résiste pas quand même à l'envie de revenir sur l'implication quand même du secteur privé dans ces domaines, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais je trouve important d'avoir votre vision des choses. Je pense qu'elle peut être vraiment intéressante. Donc, sur cette implication, comment se matérialise-t-elle? Quels sont les enjeux de cette implication du secteur privé en termes de processus normatifs? Donc ça, ce serait une première question. Une deuxième question qui concernerait plus le rôle des plateformes, ce rôle négatif qu'elles peuvent avoir à certains égards. Tu disais, Éléonore, qu'une sanction avait été prononcée, si j'ai bien compris, par le commissaire des droits humains. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu dans ton article, je ne sais pas si ça, je suis peut-être passée à côté, mais est-ce que tu peux revenir dessus pour nous expliquer concrètement quelle est la sanction qui a été prononcée, peut-être sur quel fondement, si tu sais, et est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être d'autres types de sanctions, je ne sais pas, financières, ou Valère, tu mentionnais à un moment un assainissement des algorithmes, de l'algorithme. Voilà. Linda Arcelin, hier, nous évoquait l'idée d'une destruction d'algorithmes dans l'affaire Weight Watchers FTC. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres pistes de sanctions? Voilà, les deux questions que je vous pose. J'en ai une dernière, mais je ne la poserai que si le public est. Voilà, je vous laisse la parole. Donc, une grande discussion au niveau multilatéral, c'est l'implication du secteur privé. Généralement, il y a quand même une inquiétude en termes de cette implication-là, parce que le secteur, la communauté multilatérale ou le secteur multilatéral est composé vraiment de l'État membre, et chaque État a un vote. Et il y a un risque et une peur de l'érosion du système multilatéral si on commence à impliquer des organisations, des compagnies privées à un titre égal. Évidemment, ce n'est pas obligé de les impliquer, de leur donner un vote. Cependant, il y a une réalisation que particulièrement dans le monde, la thématique de l'IA, les compagnies privées ont énormément de pouvoir. Et il y a donc une volonté de vouloir un peu les amener ou les inclure au moins pour la consultation, mais aussi pour qu'ils aient un certain buy-in, une certaine signature dans les accords internationaux. Cependant, il y a un autre risque, non seulement l'érosion du multilatéralisme, mais aussi l'érosion de la Convention ou du traité lui-même, parce que l'intérêt d'une compagnie du secteur privé est totalement différent. C'est un intérêt de pouvoir et un intérêt financier. Donc, on note de plus en plus ce genre de tension qui est quand même inquiétant au sein des organisations internationales. Et donc, il y a eu des propositions, par exemple, d'offrir une possibilité de aussi signer ou de signer des traités parallèles par les organisations, les compagnies privées qui opèrent à un niveau international pour qu'ils ne doivent pas attendre la mise en œuvre de ces traités internationaux par les pays individuels qui sont membres des Nations Unies. Pour le régime de droit international existant, évidemment, ça n'a pas vraiment de dents ou d'impact. Et puis, de fait, les compagnies privées signent de nombreux accords un peu informels, ou lettres ensemble, etc. Donc, la question que j'aurais peut-être pour toi, c'est est-ce que c'est vraiment très dangereux d'aller de l'avant encore plus au-delà d'une consultation du secteur privé et de plus
essayer d'avoir une redevabilité du secteur privé directement sans passer par les États membres. Donc, moi, je ne suis pas juriste, donc je vois tout le monde qui est là. Mais c'est une conversation qui a eu lieu et que j'ai beaucoup entendue. Donc, ça vaut la peine d'en parler. Et puis, donc, rapidement, la question que tu avais amenée sur… Donc, en fait, je ne sais pas si c'était vraiment une sanction, c'était un rapport. Le rapporteur sur la situation au Myanmar, avec un nom un petit peu plus formel, qui était à travers les droits humains, donc sur la situation des droits humains au Myanmar, on produit un rapport très long, 100 pages, qui a vraiment documenté en beaucoup de détails l'implication des médias sociaux dans le génocide. Après ça, ça a été plus d'ordre d'humiliation publique plutôt que d'autres types de sanctions. Et donc là, une question serait effectivement, et je pense en lien avec notre discussion aujourd'hui, c'est quelles sanctions est-ce que le système multilatéral pourrait réellement placer aux États eux-mêmes qui permettent, donc généralement ça serait aux États, qui permettent les compagnies privées d'opérer de cette façon-là, ou est-ce qu'il y aurait quelque chose directement aux compagnies privées? Pas nécessairement. Donc, on sait, par exemple, il pourrait avoir des processus, si on lit ça avec le processus des droits humains, il pourrait avoir des processus de revue annuelle, par exemple, d'actions des États membres en lien avec une convention en intelligence artificielle. Il pourrait avoir peut-être d'autres mécanismes. Donc, je vais te laisser la parole parce que je pense qu'il y a beaucoup de matière ici. Des questions qui sont accumulées. Peut-être juste pour rebondir sur les Rohingyas, les suites, on commence à les voir parce que les Rohingyas ont porté plainte contre Facebook devant des juridictions nationales. Alors ça, c'est intéressant, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni à partir de 2021 en raison des négligences de l'entreprise parce que, évidemment, c'était plus simple d'envisager l'engagement de la responsabilité de l'entreprise à l'échelon national que de l'envisager à l'échelon international. Il n'y a pas de mécanisme. Donc, des plaintes ont été initiées. En parallèle, peut-être signaler que dans le cadre de la plainte qui a été initiée par la Gambie au nom d'un certain nombre d'États contre le Myanmar au titre des exactions commises par les Rohingyas, la Gambie a dû mener des procédures parallèles devant les juridictions américaines pour obtenir l'accès à certaines données de Facebook, notamment à des algorithmes ainsi que des contenus qui avaient été supprimés. Parce qu'évidemment, Facebook, constatant son manque de diligence, avait commencé à supprimer les contenus de la junte militaire. Et à un moment donné, le Myanmar, la Gambie s'est dit on a un contentieux pendant devant une juridiction internationale pour démontrer que la junte militaire a utilisé la plateforme pour fomenter la haine. Et donc, on aurait non seulement besoin d'avoir accès aux contenus qui ont été supprimés, mais on veut aussi savoir pourquoi ces contenus ont été si facilement accessibles. Pourquoi est-ce que finalement les algorithmes de Facebook n'ont pas supprimé automatiquement des contenus qui, très clairement, appelaient à la haine? Et grâce aux révélations de Frances Haugen de 2021, on sait que c'est un problème qui est leur matériel financier, à savoir qu'il n'y a pas suffisamment de modérateurs qui sont en mesure d'intervenir pour supplier les lacunes de l'algorithme de Facebook. Donc ça, sur les suites, on en a déjà qui sont en cours. Sur la question de l'implication du secteur privé, c'est un problème qui imprègne toute la sphère d'activité numérique à l'échelle internationale. On a une variété d'organisations hybrides ou privées telles que l'ICANN, on pourrait parler du GIFCT, on pourrait parler de l'initiative Tech Against Terrorism qui est chapeautée par les Nations Unies, mais qui est cofinancée par Facebook, Microsoft et un certain nombre d'États. Donc, les acteurs privés sont partie prenante à des processus, y compris au sein des Nations Unies. Et donc, c'est un processus qui est assez classique, heureusement ou malheureusement, aujourd'hui dans la sphère du numérique. Alors, donc oui, très clairement, les acteurs privés sont partie prenante à l'élaboration des règles qui vont gouverner l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale, que ce soit les recommandations de l'OCDE, les recommandations de l'UNESCO et d'autres institutions internationales. Il est très clairement écrit noir sur blanc que la société civile, mais également le secteur privé, devrait participer à l'élaboration de ces règles, ce qui implique donc d'inviter évidemment les entreprises qui créent l'intelligence artificielle. L'OCDE est assez limpide là-dessus, hein. J'en parlais tout à l'heure avec Vincent. L'OCDE invite, encourage fortement les États à impliquer le secteur privé. Ça ne veut pas dire que du point de vue du droit international, l'impunité soit complète. Alors, un certain nombre d'entreprises du numérique décident volontairement d'adhérer au principe directeur
des Nations Unies à l'égard des entreprises multinationales par lesquelles donc, ils s'engagent notamment à respecter un certain nombre de standards des droits de l'homme. C'est notamment le cas de Meta qui reconnaît son engagement par le biais de son Corporate Society Responsibility Policy. Et donc, c'est grâce à ça que son conseil de surveillance lui a opposé des règles en matière de droits de l'homme, et on observe une adhésion à ces standards par un certain nombre d'autres entités privées, notamment Microsoft. Et donc, ça veut dire que ces entités reconnaissent dans une certaine mesure qu'elles devraient se soumettre aux droits humains lorsqu'elles décident de mettre en œuvre des processus fondés sur l'IA, notamment études d'impact, vie privée, droits fondamentaux, etc., etc. Ajoutons à cela la responsabilité des États au titre des obligations positives, c'est-à-dire que, et cela c'est quelque chose qui est une évidence pour des internationalistes, les États ont une obligation positive de s'assurer que les individus, personnes morales situées sur leur territoire ne commettent pas de comportements qui pourraient constituer des violations des droits fondamentaux. Donc ça veut dire que, in fine, la négligence des États pourrait être engagée devant une juridiction internationale ou devant des organes de traité en faisant constater qu'ils sont complices ou qu'ils font preuve de négligence à l'égard de processus automatisés qui portent atteinte à un certain nombre de droits humains. Donc ça, sur ce point-là, il y a très clairement un certain nombre d'instruments. Et donc là, on renvoie aux 2 pactes internationaux de 1966. Et à ce titre, c'est assez intéressant de noter que le rapporteur spécial, l'ancien rapporteur spécial David Kay sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'expression et d'opinion a rendu en 2018 un rapport qui portait notamment sur l'IA et dans lequel il indique, attention, concernant les entreprises, je cite, elles devraient être guidées par les droits de l'homme, et il explique ensuite que cela devrait se faire sous la supervision, cela va de soi, des États. Donc il est reconnu que ce sont les États qui ont la responsabilité principale de s'assurer que les entreprises qui sont ressortissants de ces États ou qui opèrent sur leur territoire se conforment à un certain nombre de standards. Pour finir sur la question de l'assainissement, alors, non, mais alors c'est pas mon terme, c'est le terme qui a été utilisé justement par Facebook et par d'autres plateformes, notamment à partir de 2020, en disant mais oui, on a bien compris que vous vouliez avoir accès à la boîte noire, que nos plateformes sont incompréhensibles, vous ne savez pas comment les décisions sont prises, donc on va procéder à un assainissement de nos algorithmes. Alors, j'aime beaucoup l'idée d'un assainissement de l'algorithme, on va faire du machine unlearning, on va dire oubliez tout ce que vous avez appris jusqu'à présent et on va revenir à une approche peut-être plus saine. Ça a été notamment la démarche suivie par Facebook à partir de 2020 avec son NEC, News Ecosystem Quality. C'est la démarche qui est en train d'être pas du tout prise par Twitter en ce moment, qui est en train de laisser justement ces algorithmes run wild, comme on dit en anglais. Mais ça, pour le coup, ce sont des choix de gouvernance qui vont très clairement être, je pense, renforcés, donc moi je l'espère, par Digital Services Act à l'échelle européenne, mais en dehors de l'échelle européenne, on a un souci face à ces entreprises qui sont principalement états-uniennes ou asiatiques. Et les échos que j'ai, c'est que ce n'est pas la priorité. Le droit a ses limites et on voit qu'au niveau international, on rencontre vite des complexités. Alors, je vais ouvrir les questions à la salle. Je crois qu'on a des étudiants qui attendent avec impatience de pouvoir poser leurs questions aux intervenants de cette table ronde, mais je ne vois pas du tout de main se lever. Donc, c'est à vous. Pardon, je ne peux pas parler trop fort. J'avais la grippe la semaine dernière, puis je ne suis pas encore récupérée. Donc, j'ai une question pour Mme Fournier-Toombs par rapport à l'achat de Twitter par Elon Musk. Parce que il y a un rapport qui a sorti récemment que depuis que Twitter appartient à Musk, ils ont consenti à censurer beaucoup plus d'opposition. Puis quand je lisais votre article sur les Rohingyas, je me demandais quelles seraient les alternatives pour les personnes dans la même position que les Rohingyas dans le futur s'ils sont censurés sur Twitter. Quels sont les autres sites web qu'ils pourraient utiliser ou médias sociaux. Et j'ai aussi une question par rapport aux algorithmes. Souvent, on utilise les algorithmes pour essayer d'attraper, oui, ces vidéos du contenu qui pourrait être inapproprié ou promouvoir la haine, mais que faire dans les cas de personnes qui utilisent des nouveaux mots pour contourner l'algorithme, comme par exemple sur TikTok, des personnes utilisent le mot « unalive » au lieu de « suicide » ou « tuer » pour contourner l'algorithme afin que leurs vidéos ne soient pas enlevées. Merci.
Merci beaucoup pour ces vraiment très, très bonnes questions. Donc, un des éléments que je n'ai pas mentionné, donc, dans cette étude de cas, il y a d'un côté Facebook et le génocide, et il y a d'un autre côté un appui humanitaire sur Twitter. Par contre, les Rohingyas sur Twitter n'ont pas du tout bénéficié des algorithmes qui vont faire la promotion de la polarisation. Donc, l'ampleur de leurs possibilités en termes de reach est bien moindre, en fait. Donc, ce qu'on voit, c'est que généralement, quand les médias sociaux sont utilisés pour des raisons humanitaires ou des raisons de plaidoyer, ils ne bénéficient pas autant de ces éléments de polarisation, des systèmes de recommandation qui vont faire la promotion de leur contenu. Et donc, ça, c'est encore un élément qui est vraiment important dans la réglementation, particulièrement de ces algorithmes de l'IA qui font partie des médias sociaux, c'est de prendre en compte le poids, en fait, du type de contenu. Et comme vous le mentionnez, c'est très commun, en fait, que des organisations de la société civile, notamment, sont victimes, en fait, du phénomène de shadow banning. Donc, shadow banning, c'est, donc tout le monde est au courant, mais c'est généralement un type de censure de contenu où, en fait, le contenu n'est pas éliminé totalement, mais juste recommandé à moins de personnes. Donc, généralement, quand on produit un contenu, par exemple, je vais partager quelque chose sur Twitter, 10% des gens de mes followers vont voir le contenu immédiatement. S'ils interagissent avec ce contenu-là, à ce moment-là, plus de gens vont le voir. Donc, pour la plupart de ces plateformes de médias sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, etc., le contenu qu'on produit ne va pas aller à 100% de nos followers immédiatement. Et donc, ça va être basé sur l'intérêt, les clics, etc., que ça va être de plus en plus partagé. Et donc, ce qu'on voit, c'est que des organisations de la société civile, des gens qui sont en train de promouvoir du contenu sensible, dont notamment peut-être de partager des accusations, du contenu politisé, etc., pourraient être victimes de ça. Et donc, seulement une petite fraction de personnes verraient leur contenu. Et c'est difficile à mesurer. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que des gens disent, des organisations de la société civile disent quand on met du contenu neutre, c'est bon. Quand on met du contenu un petit peu plus poussé de façon de plaidoyer, on voit qu'il y a juste 3 personnes qui vont liker, comparé à 45 personnes ou 300 personnes. Et donc, ça, c'est la seule façon qu'on a vraiment de mesurer. Donc, une chose qui serait possible, ça serait de demander aux compagnies de médias sociaux d'aviser les créateurs de contenu s'il y a eu une censure. Et parce qu'en ce moment, les gens ne sont pas avisés, donc on n'a aucun moyen de savoir. Est-ce qu'il y a des alternatives aux plateformes de médias sociaux? Donc, évidemment, je pense que c'est un des effets de tous ces efforts de vraiment passer à travers, d'essayer de réglementer et tout. Il y a eu beaucoup de différentes propositions. Par exemple, on n'a peut-être pas le temps d'en parler trop, mais le phénomène possible de décentralisation des systèmes des médias, de plateformes des médias sociaux, où on pourrait augmenter Merci. Entre les médias sociaux, ce qui permettrait aux plus petites compagnies, aux plus petits acteurs de créer leur système. Et en fait, si on mettrait du contenu sur ce système-là, ça pourrait être vu sur Twitter ou sur Facebook. Donc, il y a différentes solutions du point de vue technique et du point de vue de réglementation qui pourraient aider. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ce secteur, c'est vraiment les grosses GAFAM qui gèrent ça. Pour rebondir notamment sur la question des contenus haineux, polarisants et illicites sur Twitter, alors on a des études qui offrent pas les mêmes chiffres, mais en gros, les chiffres qui ont été diffusés par des réseaux de chercheurs dans les semaines plutôt, qui ont suivi l'acquisition de Twitter par Elon Musk, parlent d'une augmentation de 40 à 60% des contenus illicites, violents, haineux ou polarisants. Donc, ce qui veut dire que ce soit 40 ou 60%, c'est une augmentation substantielle. Alors,
c'est difficile d'apprécier la pertinence de ces chiffres parce qu'il faut aussi les corréler à la diminution et au départ d'un certain nombre de personnes raisonnables qui se sont enfuies de Twitter, de sorte que les personnes déraisonnables ont eu beaucoup plus d'espace pour s'exprimer, d'autant que leurs comptes ont été réactivés alors que pour certaines, elles avaient été bannies de Twitter depuis 1 an, 2 ans, le plus célèbre étant évidemment Donald Trump, qui a été réhabilité il y a quelques mois. Donc ça c'est assez intéressant de constater qu'effectivement, Twitter a été considéré, y compris par ses sponsors, donc des entreprises multinationales, comme un environnement devenu économiquement toxique au point que certaines entreprises multinationales, notamment General Motors, ne voulaient plus faire de publicité sur Twitter. C'est dire, hein, quand Coca-Cola ou General Motors dit « même nous, on ne veut pas aller faire de la pub là-dedans parce que c'est devenu tellement toxique, c'est pas bon signe ». Donc ça, effectivement, il y a une augmentation qui a été vérifiée par un certain nombre de chercheurs, notamment états-uniens. Sur la question que vous posiez là, sur les alternatives, les mots alternatifs ou l'évolution des langages en ligne, alors c'est une question qui se pose depuis bien longtemps, à l'époque des bulletin boards, des forums et tout ça, notamment à l'époque où le nombre 88 était un moyen pour s'identifier en tant que nazi. Voilà, il y a des gens qui avaient prénom 88, ça veut dire qu'ils revendiquaient une affiliation à un courant nazi. Alors ça, c'est un des défis auxquels sont confrontés les équipes de modération des plateformes, parce qu'il faut évidemment qu'elles alimentent leurs algorithmes de modération, mais aussi qu'elles forment leurs modérateurs humains pour savoir quels sont les mots qui, dans la fenêtre d'Overton de la modération, sont considérés désormais comme illicites ou comme des appels à la haine. Et à ce titre, je mentionne simplement l'existence de bases de données telles que HateBase, voilà, la base de données sur la haine. Ce sont souvent des bases de données qui sont initiées par des organisations de la société civile en coalition, souvent en partenariat. On en parlait avec Serena Villata, qui est spécialiste de cette thématique-là, et qui nous expliquait donc que ces bases de données sont alimentées en temps réel à mesure que l'on découvre des nouvelles formules, de nouvelles expressions, ou même des symboles, des mèmes qui prennent une nouvelle signification, qui doivent donc être intégrés comme ayant un caractère haineux ou polarisant. Donc ça marche bien pour le texte. Pour les images, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est très facile d'altérer une image pour faire en sorte qu'elle ait un symbole. Donc là, c'est le partage de hash, donc le hash sharing qui permet un peu d'identifier toutes ces empreintes sur les images qui sont particulièrement illicites. Mais bon, là, on entre sur des choses un peu techniques. Je suis en train de digresser. Pardon. Donc, je voulais aussi rajouter rapidement 2 choses. Un, c'est donc la question de la modération du contenu. Effectivement, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que la perspective, c'est que même si c'est compliqué, les GAFAM n'ont pas vraiment fait assez pour adresser ce problème. Et donc, quand on voyait la crise du Myanmar, il y avait peut-être 2 ou 3 modérateurs humains, il y avait très peu de soutien algorithmique. Il demeure après, je ne sais pas ça fait combien de temps, 10 ans, plus, non, 20 ans. Et il y a encore, il y a très peu de soutien pour différentes langues. Donc, il n'y a aucune responsabilisation, en fait. Et donc, c'est ça un petit peu, on ne dit pas que c'est facile de modérer le contenu haineux, même la désinformation, c'est sûr que c'est compliqué, mais c'est quand même des compagnies qui ont énormément de ressources. Donc, ils pourraient quand même mettre un petit peu plus d'efforts. Et donc là, on revient à la question que, en fait, parce qu'il n'y a pas d'intérêt financier particulier à faire ça, ils n'ont pas vraiment de raison de le faire de leur perspective. Donc, c'était ça. Et puis, l'autre élément, il y a aussi l'élément, je pense, qui est pertinent, c'est l'élément du genre et des femmes. Donc, je travaille avec ONU Femmes en ce moment pour regarder un petit peu l'impact de la désinformation en ligne et des médias sociaux sur la violence contre les femmes. Et notamment, on a un projet en Asie du Sud-Est et c'est extrêmement, extrêmement commun, cette violence, donc de la même façon que l'ont vécu les Rohingyas, une violence qui peut commencer en ligne et un harcèlement en ligne qui est augmenté par ces effets de polarisation et qui peut ensuite avoir des effets en dehors dans le monde réel. Et on a vu donc à travers la COVID-19 que le harcèlement des femmes en ligne et que le contenu anti-femmes, en fait, a augmenté dans les 3 dernières années de façon significative. Donc, c'est aussi un angle qui, je pense, qui est important à examiner et à prioriser. Oui. Exactement.
Tout, oui, c'est pas juste la ville du Sud-Est. Ouais, c'est partout. Ouais. Regardez les travaux d'Heidi Tworek, qui est professeur à l'Université de Colombie-Britannique, qui a fait un rapport sur les violences envers les femmes sur les réseaux sociaux au Canada notamment, contre les personnes qui se présentent à des échéances politiques, et qui indique qu'il n'y a pas besoin de traverser l'Atlantique ou l'océan Pacifique pour constater que les réseaux sociaux non seulement ne parviennent pas à endiguer un certain nombre de mots-clés qui sont destinés justement à insulter ou à finalement agresser les femmes en ligne et les personnes de couleur, mais qu'en plus, il y a un déficit de modération humain qui est manifeste. Et voilà, évidemment, se pose la question, il y a ce qu'elle appelle un chilling effect, donc un effet refroidissant finalement, à savoir qu'un certain nombre de femmes sont dissuadées de se lancer dans une carrière politique parce qu'elles savent justement que dès lors qu'elles vont se lancer en politique, elles vont être agressées par des vagues d'utilisateurs humains et automatisés. Et donc, voilà. Donc, même au Canada, il y a des très belles études qui ont été menées là, sur cette question-là. Je crois que là, on touche un point important. Et moi, je vous remercie de l'avoir mis sur le tapis parce que je trouve nécessaire de mettre en lumière justement ces effets-là. Souvent, quand on est une femme et qu'on dit qu'il peut y avoir des différences de traitement, on crie au scandale presque. Et en réalité, les chercheurs ont prouvé. Donc, merci. Je voulais aussi revenir sur ce que tu disais, Éléonore. C'est pas facile d'engager la responsabilité d'une plateforme. Je voulais juste dire qu'effectivement, le principe quand même au niveau de l'Union, c'est l'interdiction, l'absence d'obligation de surveillance généralisée des plateformes. Elles n'ont pas le droit de tout regarder normalement pour trier ce qu'il faut enlever ou pas. Mais avec ce Digital Services Act, c'est vrai qu'elles ont de nombreuses obligations qui aujourd'hui s'imposent à elles. Et donc, maintenant, il va falloir voir comment ce Digital Services Act il va se mettre en place, comment il va se mettre en œuvre, et est-ce qu'il va remplir les promesses qu'il a faites, parce que très clairement, on maintient les régimes d'hébergeurs, d'éditeurs de l'ancienne directive, mais parce que faire différemment, je pense que ça poserait des problèmes en termes de liberté d'expression. Mais on crée un ensemble d'obligations qui sont quand même très, très importantes, très contraignantes sur les plateformes. On va voir si la contrainte, elle est dans la vraie vie, si elle est aussi présente que ça. Est-ce qu'il y a des questions? Non. C'est une question très ouverte pour parler du cadre multilatéral et de la place faite ou qui devrait être faite au service des pays à présent. La société civile. Alors, la société civile n'est pas absente de ces processus. Il y a de très nombreuses consultations qui sont organisées, un mécanisme de type notice and comment, comme on dit en anglais. Alors, notamment, très récemment, il y a eu une consultation qui a été organisée à l'échelle des Nations Unies dans le cadre du Digital Compact, qui vise justement à créer peut-être un instrument général avec des grands principes en matière de numérique, intelligence artificielle, sécurité, fragmentation. Et donc, la société civile a été invitée à participer aux consultations. Bon, avec des collègues, on l'a fait en se disant, par politesse, on va envoyer quelque chose, mais la vraie question, c'est pas tellement celle de la participation de la société civile, mais c'est peut-être plutôt celle de la prise en compte réelle des propositions et des expertises de la société civile qui se manifestent à différentes échelles, notamment à titre prospectif lorsque des négociations sont en cours. On sait qu'à l'échelle de l'Union européenne, ça a été il y a eu de nombreuses critiques aussi dans le cadre de l'élaboration du DSA, du DMA, donc on n'a clairement pas de leçon à donner à qui que ce soit. Mais la société civile est invitée à participer. Il y a des organisations non gouvernementales très connues, EFF, Center for Democracy and Technology et autres, qui sont quasiment invitées à toutes les réunions. Mais comme elles le confirment, lorsqu'on discute avec elles, on leur pose la question, est-ce que certaines de vos recommandations ont été suivies? On nous dit concrètement, non, pas forcément. Après, ce que je trouve intéressant, c'est peut-être un phénomène à observer, c'est que la société civile, dans certains domaines, commence à se mobiliser pour proposer ses propres instruments ou référentiels. On parlait tout à l'heure de modération. Moi, ça me fait penser évidemment au principe de Santa Clara sur la modération des contenus, qui est une série de principes proposés aux plateformes et entreprises du numérique à l'initiative uniquement d'organisations de la société civile. Certaines entreprises
acceptent d'adhérer à ces principes. Je ne sais pas ce que je pense du fait que la société civile soit obligée d'élaborer elle-même ces principes pour pallier les défaillances des États et des organisations internationales, mais ça montre quand même une forme de résignation aussi. La société civile n'arrive pas à influencer les processus normatifs et se dit, bon, finalement, on va se fédérer en coalition, on va élaborer nos propres disciplines. Dans les principes de Santa Clara, il y a des règles qui sont relatives à l'automatisation, aux algorithmes, à l'IA. Et la question, c'est est-ce que les entreprises acceptent de jouer le jeu ou pas en collaboration avec la société civile? Donc, très rapidement, en fait, je dirais que tout à fait d'accord. Et effectivement, il y a beaucoup de processus de consultation à l'ONU et beaucoup de ces frameworks qui sortent de ces documents sont issus de processus de consultation. Donc, le Global Digital Compact, c'est un. Par exemple, il y a l'OMS qui est toujours en train de produire des guides sur l'utilisation de l'IA dans différents éléments. Donc, c'est toujours issu de peut-être 20 experts, généralement issus de la société civile et du domaine académique, généralement pas du secteur privé. Donc, je dirais qu'il y a quand même deux éléments. Effectivement, on peut compter que le secteur privé, généralement, a beaucoup de pouvoir partout. Cependant, je dirais pas que dans tous les domaines et dans les coins des Nations Unies, c'est influencé par le secteur privé, parce qu'il y a aussi la posture qu'il y a quand même des risques à trop amener des entreprises du secteur privé. Il y a quelques organisations qui sont présentes comme Lobby, donc qui ont des bureaux pas loin du quartier général et n'ont pas nécessairement toutes les portes qui sont ouvertes à elles tout le temps. Donc, je pense qu'on peut équilibrer d'une certaine façon en disant que le processus de participation aux consultations dans les organisations multilatérales et d'impact, et quel impact ces consultations ont eu, est définitivement très problématique. Et beaucoup de gens participent tout le temps et puis ne voient pas nécessairement le résultat. Donc ça, c'est totalement vrai. Est-ce que les organisations de la société civile sont vraiment exclues des processus multilatéraux? Je ne penserais pas nécessairement, mais je pense qu'il faut toujours faire attention puis continuer à réitérer le message. Donc équilibrer la participation de tous les pays, d'éviter que certains pays, dont les pays européens et les pays nord-américains, prennent toute la place, d'éviter que les compagnies privées. Donc, c'est un peu un processus plutôt continu, de continuer à dire ça, la même chose. Donc, il y a certaines personnes qui vont continuer ça, il y a d'autres personnes qui vont oublier ou juste demander à certaines personnes qui sont allées à Harvard et c'est tout. C'est un peu là, il faut toujours ramener un peu la question. Donc, ça serait un petit peu ça que je dirais. Je dirais que c'est plutôt un processus qu'une réalité. Voilà. Sur cette question de la société civile, je vais peut-être donner la parole à Suzanne, parce que tu as travaillé dessus. Enfin, si tu veux. Si tu veux pas. Oui, j'enchaînerai la table ronde d'après. D'accord. Non, pardon. Mais tu n'as qu'une minute, parce qu'après, on est chronométré. Donc, effectivement, pour donner un peu de contexte, je viens d'écrire un rapport sur justement comment la société civile peut être impliquée dans la mise en œuvre du Digital Services Act et particulièrement au niveau de la Commission européenne. Et dans ce rapport, je fais un panorama des différents outils d'implication de la société civile qui existent, notamment les consultations avec tous les problèmes qu'on connaît qui sont liés aux consultations avec ce qui a très bien été précédemment évoqué, mais aussi les groupes d'experts qui existent beaucoup au niveau européen et qui permettraient, donc c'est une des recommandations que je formule, créer un groupe d'experts dans la mise en œuvre du DSA et particulièrement dans son caractère un peu contentieux. Et ça, c'est effectivement une de mes recommandations. Il y a aussi étant donné que dans le DSA, il y a tant de mesures de transparence, en fait, créer des événements communs d'analyse de ces données régulièrement, et donc, en fait, non seulement de demander aux entreprises de rendre des comptes, mais surtout de leur demander de rendre des comptes de plus en plus pertinents au service, justement, des communautés. Et pour ça, en fait, il faut faire des analyses de données, donc réunir des data scientists à l'occasion d'événements. Et donc, il y a effectivement, c'est en fait la participation, la coopération, la collaboration, un processus qui est continu, qui est difficile pour les institutions, parce que surtout des institutions comme la Commission à qui on confie des pouvoirs
quasi juridictionnels en réalité. Ils ont des pouvoirs de faire des amendes, ils ont des pouvoirs de faire des contrôles. Et dans ce contexte où ils ont ces nouveaux pouvoirs, il faut déjà eux-mêmes qu'ils construisent des équipes pour gérer ces pouvoirs. Et quand on leur dit oui, mais on va aussi vous mettre des extérieurs qui vont vous aider dans tout ça, c'est assez compliqué pour eux. Ils y réfléchissent. Les équipes de la commission sont assez ouvertes. On a des dialogues très intéressants à ce propos, mais il y a un petit peu de réticence. Mais ça, c'est la réticence institutionnelle qui est qu'on a tout. On fait la consultation et après, on décide. Et on ne rend pas compte à ceux qui ont participé à la consultation. C'est effectivement parfois, je dirais, épuisant pour la société civile de contribuer et de jamais savoir ou de jamais voir les propositions mises en œuvre. Merci Suzanne, merci mes collègues. Je pense qu'on peut les remercier.